Bonsoir, ce n'est pas Annick Beauchamp, c'est moi. Il y a 7 ans, notre tout premier ministre de l'Environnement, Robert Poujade, avait affirmé ce principe qui lui tenait lieu de philosophie. En matière de pollution, les pollueurs seront les payeurs. Alors, la 3e semaine internationale de l'environnement nous donne l'occasion de nous interroger sur cette affirmation 7 ans après. Les pollueurs sont-ils vraiment devenus les payeurs? Voilà la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce soir. Mais avant cela, les titres du journal de 20h. Alain Rodier. Oui, les titres qui sont donc développés dans le journal de Roger Gicquel. Madame Golda Meir est décédée aujourd'hui à Jérusalem. Âgée de 80 ans, Madame Golda Meir avait été successivement ministre du Travail, ministre des Affaires étrangères et de 1969 à 1974, Premier ministre. Elle avait donné sa démission après la guerre du Kippour. Dans notre journal de 20h, nous retracerons la carrière de Madame Meir, l'une des personnalités israéliennes les plus marquantes de ces 30 dernières années. Alain Colas, eh bien, le doute risque de céder peut-être la place à la triste certitude. L'équipage d'un cargo vient en effet de retrouver une coque avec 2 mâts noirs qui pourrait être le Manureva d'Alain Colas. À 20h, nous poserons en outre le problème des équipements de sécurité et de la signalisation à bord des bateaux. Le jeune garçon de 16 ans qui avait été incarcéré le 28 octobre à Fleury-Mérogis pour avoir volé 1,80 franc a été libéré cet après-midi. Il a été transféré dans un foyer d'éducation surveillé. 17 milliards de déficit pour la sécurité sociale en 78 et 79. Qui va payer pour le résorber? Les entreprises et les salariés, bien sûr, mais en priorité, les salariés actifs et retraités. Un dossier complet de François Gault nous expliquera les méandres du problème. 3 nouveaux hold-up ont eu lieu dans Paris cet après-midi. En tout, près de 100 000 francs de butin. Enfin, pour terminer ce prochain journal de 20h, un reportage exclusif de Jean-Louis Burgat sur la première voiture de sécurité construite en France à la demande du gouvernement. C'est la Renault Épure, véritable synthèse de ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle dans le monde en matière automobile. Et maintenant, la suite d'À la bonne heure avec Philippe Saint-Denis. Merci Alain Rodier. Bien, qu'il s'agisse de pollution de l'eau, de l'air, qu'il s'agisse de déchets ou de bruit, notre question ce soir, je vous l'ai déjà exposé, les pollueurs sont-ils vraiment les payeurs? Pour tenter d'y répondre, 3 invités, tous très directement concernés, des invités de poids. Thierry Chambol, qui est directeur de la prévention des pollutions au ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie. Jacques de Pertuis, qui siège à la commission environnement du CNPF. Et puis enfin, maître Corinne Lepage-Gessois, spécialiste du droit de l'environnement, que vous avez déjà eu l'occasion de voir dans notre émission, et qui a entre ses mains actuellement un certain nombre de dossiers touchant à la pollution, et notamment le dossier Amoco Cadiz. Alors, je voudrais, avant même d'engager notre conversation, vous présenter un premier élément d'enquête qui a été filmé par Maurice Sardou, et qui, bien évidemment, ne présente qu'un seul des aspects de ce problème. Il s'agit, dans le cas présent, de pollution atmosphérique, pollution de l'air. Ces fumées qui font partie du paysage quotidien pour des millions de gens, paysage familier de nos banlieues où l'industrie s'est implantée, c'est aussi l'air que nous respirons. Et pour beaucoup de responsables, ces rejets, c'est le triste lot de l'évolution des sociétés industrielles. Pourtant, aujourd'hui, le problème commence à se poser différemment. Sans nier l'importance de l'emploi et du développement économique, on considère qu'il est possible de produire, mais en même temps de réduire la pollution. Pour cela, il ne faut pas le cacher ou pratiquer la politique de l'autruche. Il est nécessaire de payer. Alors, quelles sont les possibilités? Où trouver l'argent? Prenons tout d'abord le problème des villes. La pollution, le danger, c'est l'essence, ce que rejettent les voitures, le plomb, l'oxyde de carbone et l'oxyde d'azote notamment. Et là, il y a plusieurs possibilités de lutte. On peut abaisser les normes pour le plomb, comme le font les Allemands depuis des années. On peut modifier certains moteurs, par exemple. Ou peut-être, ce serait sans doute une mesure autoritaire, pénaliser des pollueurs. En l'occurrence, ceux qui vivent de l'essence, c'est-à-dire les groupes pétroliers. Ainsi, on pourrait financer des services de recherche anti-pollution. Dans les analyses régulières qui sont faites sur l'air que nous respirons dans les villes, on s'est aperçu que la pollution maximale était due aux essences. Alors je vous pose une question un peu abrupte. Vous êtes responsable d'une grande compagnie pétrolière, vous vendez de l'essence. Est-ce que, par rapport à cette pollution, vous êtes imposé, vous devez payer quelque chose? Le problème de la pollution due aux voitures est un problème que l'on peut régler aisément en éduquant davantage les utilisateurs de véhicules, en améliorant peut-être encore un peu les moteurs. Quant aux carburants eux-mêmes, je ne crois pas qu'on puisse faire grand-chose,
à moins qu'on soit prêt à payer davantage. Or, vous savez que l'essence est déjà un produit extrêmement cher. On peut très certainement supprimer, par exemple, le plomb dans les essences dont vous parliez également. Ça signifie qu'à ce moment-là, l'indice d'octane diminuera, que vous serez obligé de diminuer le taux de compression des véhicules. Dès que vous diminuez le taux de compression, vous augmentez la consommation. Est-ce que les Français sont prêts à payer davantage pour avoir un peu moins de pollution dans ce domaine? Si l'on envisage de réduire la pollution, on dit « Français, il vous faudra payer davantage ». On pourrait peut-être prendre le problème à l'inverse et mettre sur le marché un produit et des voitures qui rejettent des gaz moins toxiques. Ou alors, si on ne peut faire différemment, que ce soit l'industriel qui paye. Vous ne pensez pas que les compagnies pétrolières pourraient être taxées à la base par rapport à ça? Je ne vois pas très bien, si vous voulez, matière à taxation en pareil domaine. Nous donnons un produit qui est le meilleur que l'on puisse obtenir aujourd'hui avec les procédés connus dans le monde entier. Nous répondons à toutes les spécifications que fixent les pouvoirs publics. Les constructeurs automobiles, de leur côté, font tout ce qu'ils peuvent pour donner des véhicules qui soient aussi peu polluants que possible. Que voulez-vous que nous payions? Nous donnons un produit, c'est à l'utilisateur de l'utiliser dans les meilleures conditions possibles. Pourtant, depuis quelques années, les pétroliers, comme on les appelle familièrement, consacrent des sommes importantes pour les problèmes d'environnement. Mais cet effort est accompli essentiellement autour des raffineries. On utilise par exemple de nouveaux aéro-réfrigérants qui ont permis de diminuer la pollution de l'eau aux alentours des installations. Nous dépensons des sommes que je considère moi personnellement comme considérables. Par exemple, pour vous donner un chiffre, en 1977, nous avons dépensé 134 millions de francs pour l'environnement, c'est-à-dire pour la protection de l'air, de l'eau, pour diminuer les bruits et les diverses nuisances que procurent et que provoquent nos activités industrielles. 134 millions, c'est une somme importante. En 1978, nous dépenserons des sommes de même grandeur cette année. Or, il faut savoir par exemple que Shell française, à la fin de cette année, va probablement annoncer un résultat social négatif de 200 millions de francs. Si nous ne dépensions pas ces sommes pour l'environnement, disons que notre résultat négatif serait quand même inférieur. Un solde négatif de 200 millions pour le dernier exercice. 130 millions consacrés aux problèmes de pollution. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Mais alors, est-ce que dans la somme prélevée par l'État sur chaque litre d'essence, une plus grande partie ne devrait pas être consacrée à ces questions? Bon, et ben voilà une bonne question, en tout cas, posée par Maurice Sardou. Alors, monsieur de Pertuis, si nous avons bien compris ce que dit là le responsable de Shell France, d'abord, c'est toujours un petit peu la faute de l'utilisateur, ça revient assez souvent. Et ensuite, il est clair que les dépenses de lutte contre la pollution engagées par cette société est un petit peu la cause de son déficit actuel, puisque grosso modo, si on ne luttait pas contre la pollution, l'affaire tournerait mieux. C'est ce qu'on semble dire. Cela dit, il est vrai que de grosses dépenses sont engagées pour lutter contre la pollution. Mais l'argumentation vous paraît sérieuse? Je trouve que l'argumentation de M. Lacourcaillé est parfaitement justifiée. Il est vrai que les raffineurs de pétrole perdent de l'argent en France. Les gens l'ignorent, ne veulent pas le croire, mais c'est vrai. On n'y peut rien, c'est comme ça. Il est vrai aussi que l'industrie en général, l'industrie pétrolière, mais les autres aussi, dépense beaucoup d'argent pour lutter contre les nuisances et pour améliorer l'environnement. Ceci est absolument incontestable. Mais je crois qu'il faut un peu dépasser cela, car tout le monde semble penser qu'il y a dans l'industrie une espèce de grande caisse dans laquelle il y a de l'argent et dans laquelle on peut puiser pour dépenser à droite ou à gauche, dans l'environnement en particulier. Or, il suffit de lire un bilan de n'importe quelle entreprise pour se rendre compte que tout ce que l'industrie dépensera en matière d'environnement, comme en matière de sécurité, et la régie Renault, dont on nous parlait tout à l'heure, pour la voiture la plus sûre du monde, toutes ces sommes ne peuvent être payées que par une personne, et une seule, qui est le consommateur final. Car l'entreprise n'a qu'un moyen de le faire payer, c'est de le mettre dans ses prix. Bon, et si elle ne le met pas dans ses prix, ça sera une taxe, et ce sera le contribuable qui paiera. Bon, on peut demander au directeur des pollutions s'il estime que l'entreprise fait assez, que c'est la seule poche dans laquelle puiser, et surtout de répondre à la question posée par Maurice Sardou. Est-ce que l'État, quand il fait ses prélèvements sur le litre d'essence, sur le prix du litre d'essence, ne pourrait pas consacrer plus d'argent à la lutte contre la pollution? Mais d'abord, vous réagissez à ce que vient de dire M. de Pertuis. Oui, enfin, je crois, si vous voulez, que le principe pollueur-payeur est un principe qui est relativement simple quand on le regarde comme ça, et puis il est d'application assez compliqué. Quand il s'agit d'une entreprise qui émet des polluants dans l'eau, dans l'atmosphère,
C'est assez simple, on demande à l'entreprise de faire des travaux pour dépolluer et progressivement elle le fait effectivement, et donc là il y a une bonne application directe du principe pollueur-payeur. L'exemple de la voiture est intéressant parce qu'il illustre toute la difficulté de ce principe. Effectivement, qui est le pollueur? Est-ce que c'est le fabricant de carburant? Est-ce que c'est le fabricant de voitures? Est-ce que c'est peut-être le garagiste s'il n'a pas bien réglé le véhicule? Et est-ce que c'est, ou bien est-ce que c'est le conducteur d'automobile? Bon, écoutez, votre ministre a dit il y a peu de temps, dans le 17 novembre, que s'agissant du plomb produit par les moteurs de voitures, la teneur augmente dans certains sites et que cette situation, sans susciter d'inquiétude, disait-il, mérite une très grande vigilance. Donc oui. À ce point de vue-là, le carburant lui-même, apparemment, je crois que les Allemands font beaucoup mieux que nous. Mais elle mérite une savez. vigilance, et cette vigilance, elle s'exerce, puisqu'au 1er janvier 79, la teneur en plomb des essences va diminuer de 10%, et qu'au 1er janvier 81, elle diminuera de 20% de nouveau. On peut d'ailleurs aller plus loin, et on ira plus loin. Ça continue à sentir bien mauvais, en tout cas dans les rues étroites. C'est pas le plomb qui sent mauvais. Non, c'est pas le plomb qui sent mauvais, mais ce qu'on respire, on sait jamais très bien quelles conséquences ça a sur la santé. Maître, on vous a pas entendu. Mais écoutez, je crois que tout ce qui vient d'être dit est assez intéressant, mais enfin, il y a plusieurs observations que je voudrais naturellement faire. La première, c'est que le représentant de Shell que nous avons entendu semble dire que le produit qu'il vend est excellent. Monsieur Chamboul vient de nous dire que la teneur en plomb allait diminuer, et je crois que c'est une absolue nécessité. Le produit n'étant lui-même pas bon, le produit étant lui-même polluant, ça c'est une chose. Et cette personne a elle-même reconnu, c'est fort intéressant, que en définitive, c'était soit le consommateur, soit le contribuable qui payait, si j'ai bien compris. Par conséquent, en toute hypothèse, le pollueur n'est pas le payeur, c'est le contribuable ou le consommateur qui est le payeur. J'ajouterais à cela que c'est également l'usager de l'environnement qui est le payeur, car bien souvent, les pollutions ne sont pas indemnisées, ils sont supportés par les usagers de l'environnement. Bien, nous changeons de registre, mais vous verrez que la construction de l'émission vous permettra les uns et les autres de revenir non pas sur le problème qui va être traité, mais sur le principe même pollueur-payeur. Je vous rappelle que c'est ici même, Thierry Chamboul, que vous nous avez dit qu'en matière de bruit, le principe pollueur-payeur n'était pas suffisamment appliqué. Il est d'application très difficile, effectivement, parce qu'on ne peut pas demander, par exemple, à chaque propriétaire de voiture, en dehors de la manière de conduire, de diminuer très sensiblement le bruit de sa voiture. Par conséquent, il faut une organisation concertée, il faut trouver des moyens financiers pour payer des écrans, des aménagements urbains, et tout cela peut se trouver finalement par le biais de l'impôt, et c'est d'ailleurs ce qui se fait actuellement, ou la taxe sur les carburants dans le cadre du Fonds spécial d'investissement routier, et je crois que c'est plutôt un problème de moyens à développer qu'un problème de mécanismes tellement nouveaux à inventer. Bon, si vous voulez bien, nous allons nous rendre compte de ce qu'il se passe pour un des bruits les plus souvent dénoncés, en tout cas par ceux qui nous écrivent à l'émission, qui est le bruit des motos, des engins à deux roues, mobylettes et compagnie, avec cette enquête de Maurice Sardou. Deuxième élément, le bruit. Le bruit, c'est quelque chose d'insupportable. Combien de dépressions, d'états d'anxiété, d'hyper-nervosité, simplement parce qu'il faut vivre, travailler à côté d'un chantier. Ou alors, mais le phénomène est plus particulier, parce qu'on est logé à proximité d'un aéroport. Et pourtant, là encore des progrès peuvent être accomplis. Certains avions sont nettement moins bruyants qu'autrefois. Il y a par exemple 28 décibels d'écart, c'est-à-dire 28 décibels en moins, entre la Caravelle 3 et l'Airbus 300B, ce qui tend à prouver qu'on pourrait travailler dans ce sens. Mais le bruit, c'est aussi la moto, la mobilette, qui ont pris une expansion fantastique. Pas question de discuter de cette évolution, qui est pour beaucoup un moyen de locomotion et de plaisir extraordinaire. Par contre, est-ce qu'il ne faudrait pas taxer ceux qui mettent en vente des machines infernales? Est-ce que vous êtes imposé? Est-ce que vous payez pour cette pollution? À proprement parler, non, on ne paye pas directement. Mais par contre, au point de vue recherche, à la base de la formation de la moto, on a un service très important qui étudie de façon à ce que les motos, si vous voulez, correspondent aux normes édictées par chaque gouvernement de chaque pays, et de façon à ce que ce soit le mieux possible, à la fois pour la moto et pour les gens. Aux États-Unis, par exemple, c'était un problème particulièrement crucial. Il a fallu passer de la pollution de 10 à 1. Eh bien, Honda a mis tous ses ingénieurs, et ça représente à peu près 2000 ingénieurs sur ce problème, ça représente des milliards d'investissements, et a sorti un brevet qui s'appelle CVCC,
et qui a diminué la pollution de telle sorte que maintenant toutes les firmes, que ce soit Ford, General Motors ou Toyota, par exemple, ont acheté ce brevet sur l'investissement qu'on a fait. Donc, si vous voulez, on le fait non pas en payant une amende, mais on le fait au départ. Des sommes énormes sont investies dans ces services de recherche pour réduire le bruit. Pourtant, tous les jours, toutes les nuits, suivant les quartiers, on est secoué pendant le repas ou le travail par des pétarades terribles. Alors là, à qui la faute? À celui qui trafique son engin ou à celui qui met en vente un certain matériel? On va partir du gamin qui a 12 ans, il a un vélo, il met une pince à linge, il met du papier dans sa roue pour faire du bruit. On ne pourra jamais empêcher, un vélo ça fait pas de bruit, mais on ne pourra jamais empêcher un gamin de vouloir faire du bruit parce qu'il a envie de s'extérioriser, montrer son importance face à ses camarades, etc. Et à moto, c'est pareil. Les motards voient par exemple sur des circuits, voient des... C'est fantastique un moteur. Il y a un très joli bruit. Seule la maréchaussée peut verbaliser, si vous voulez, en disant non, ça fait trop de bruit. Quand vous voyez un vélomoteur qui passe, ou un cyclomoteur, si vous voulez, qui a 50 cm3, qui passe dans une ville et qui réveille 300 personnes, parce qu'il a simplement levé son pot d'échappement, c'est insupportable. Insupportable, on essaie de le combattre, mais on ne peut pas être derrière chaque utilisateur, si vous voulez. Croyez bien que chez tous les motocistes, en sont parfaitement conscients, et quand quelqu'un vient dans un atelier avec quelque chose qui est complètement trafiqué, généralement on leur fait la leçon, on leur dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire de la moto. La moto, c'est pas de faire du bruit, pas de faire du vent, on peut s'amuser avec une moto, mais sans ennuyer les autres. Et voilà. Là, je m'aperçois que là aussi, comme dans le cas précédent, c'est toujours un petit peu de la faute de l'utilisateur. Hein. Il n'y a pas de doute. Ça. Bon. Enfin, personne n'a envie d'excuser ceux qui trafiquent leur pot d'échappement sans se soucier du repos et du bien-être d'autrui. Mais enfin, ce que nous avons cru comprendre, ce que nous savons d'ailleurs, c'est qu'il est possible de se procurer chez certains détaillants des pots d'échappement déjà trafiqués ou inadaptés à la circulation en ville. Alors, est-ce que ces commerçants, qui sont des pollueurs indirects, puisqu'ils proposent cette marchandise qui est bruyante, ne devraient pas payer? Pollueur-payeur. Oui, enfin, il y a effectivement actuellement une anomalie que nous sommes en train de corriger, c'est-à-dire qu'on vend librement des pots d'échappement qui sont destinés à la compétition et qu'on peut monter sur des motos qui circulent sur la voie publique. Alors normal. C'est interdit normalement, mais on peut le faire et nous sommes en train de réglementer la vente de ces pots d'échappement de façon à ce que ça ne soit plus possible. Je crois qu'il faut dire aussi qu'à partir du 1er octobre 79, les motos, le bruit des motos diminuera un peu, puisqu'on abaissera de 2 décibels à peu près le bruit des motos qui sortiront. Et enfin, en ce qui concerne la répression, puisqu'il en faut, ou les contrôles... Et oui, c'est pas du bruit que nous parlons aujourd'hui, c'est de la fameuse liaison pollueur-payeur. Hein. Oui. Bon, est-ce que les personnes bruyantes, ou les industriels, les commerçants ou les usagers sont suffisamment pénalisés, puisqu'il faut en arriver là? Quand on arrête un vélomoteur ou une moto qui est trafiquée, on fait payer au conducteur 120 francs, c'est peut-être pas encore assez, 120 francs, et on l'oblige à rapporter son vélomoteur ou sa moto après réparation. Maître, vous avez des dossiers bruit, vous, sur votre bureau? Essentiellement, en ce qui concerne les aéroports. Je crois que le problème des aéroports est un problème très sérieux. Apparemment, c'est pas exactement celui qui est... On a déjà parlé, mais là, on a film. pris cet exemple ce soir, bien sûr. Je crois que c'est un problème très sérieux. En ce qui concerne les aéroports, il y a 2 ou 3 millions de personnes, je crois, en France, qui sont concernées par ce problème, qui est un problème très sérieux. Alors, je sais qu'il y a des taxes qui ont été instituées dans certains aéroports, mais enfin, ça ne règle pas le problème. Il y a un gros problème de réglementation. Alors là, je crois que c'est vers l'administration que je me tourne. Je ne crois pas qu'il y ait un problème précisément de pollueur-payeur, mais il y a un gros problème de réglementation qui est insuffisante. Et je trouve, par exemple, absolument anormal que les aéroports ne soient pas des établissements classés au titre de la loi du 19 juillet 1976 dans leur ensemble. Je crois que vous avez envie d'intervenir. Je voulais simplement dire que... Je vois vous agiter, là. Non, je ne m'agite pas du tout. Mais je considère que ce cas est un excellent cas pour nous montrer que c'est toujours un compromis.
vous n'arriverez pas à faire des aérodromes sans bruit. Ça, c'est techniquement impossible. Non, mais je voudrais qu'on oublie un peu les aérodromes qui sont un gros problème, mais c'est pas ça dont on vous a parlé ce soir. C'est là-dessus que maître... C'est Honda ce soir, pour ne pas les Ah nommer. non, alors, dans le cas de Honda, je suis tout à fait d'avis de M. Chambol. Et tout le monde est pollueur dans ce cas-là. Non, mais pour l'application du principe pollueur-payeur, le cas de la moto n'est pas différent du cas de la voiture, non, en fait. Non. Il s'agit, avec de l'argent perçu d'une manière ou d'une autre, ça peut être effectivement directement sur le propriétaire du vélomoteur, ça peut être une taxe sur l'essence, ça peut être par le biais du Fonds spécial d'investissement routier, ça peut être par l'impôt même. Il s'agit de financer des travaux au niveau des voiries urbaines pour diminuer le bruit. Et puis il s'agit aussi, malheureusement, on ne l'évitera pas, de la répression, car on ne pourra pas, dans un domaine comme celui-là, éviter la répression. Et en 1977, il y a eu quand même 600 000 contrôles portant sur des véhicules pour la pollution atmosphérique ou le bruit, et on a dressé 85 000 infractions. Et on a pu constater que les vélomoteurs, en réalité, il y a 15% des vélomoteurs qui sont déréglés, trafiqués ou bruyants. 15%, c'est à la fois pas beaucoup et beaucoup quand il s'agit de réveiller effectivement des gens la nuit. C'est certain. C'était pas 300 personnes, hein, d'ailleurs, que voulait dire le... Il voulait dire 300 000, C'était 300 000, hein. C'est ça que réveille un vélomoteur, enfin une moto bruyante qui passe la nuit dans une ville. Je voulais jeter un mot qui va tout à fait dans le sens de ce que vient de dire M. Chambol. Je crois que c'est un gros problème de réglementation. Et il y aurait peut-être une pollution, ou en tout cas une diminution de la pollution qui serait possible à la base, c'est-à-dire en réglementant plus sévèrement mais c'est triste d'avoir à parler toujours de répression, oui, mais c'est un problème de répression, de réglementation, bien sûr. Mais bien sûr. Non, mais il y a d'abord un problème d'amélioration du matériel. On a parlé des avions, donc entre Concorde et l'Airbus, il y a 28 décibels de différence. Oui. Alors c'est difficile sur un petit moteur de gagner autant, parce que forcément, on ne peut pas le caréner, il fait du bruit, et les efforts et les recherches qui sont faites aboutissent à des abaissements qui ne sont pas très élevés. Maintenant, ce qu'on peut envisager peut-être, et nous sommes en train d'y réfléchir, c'est que dans certaines communes, on puisse pratiquement interdire de nuit la circulation de tel ou tel type d'engin particulièrement bruyant, et se posera de nouveau à ce moment-là le problème du contrôle et de la vérification, bien sûr. Enfin, vous n'imaginez pas, si vous savez, parce que vous-même vous recevez les lettres, hein, j'imagine, au ministère, mais vous n'imaginez pas à quel point la société bruyante qui est la nôtre soulève l'indignation de la majorité de nos téléspectateurs d'ici à la bonne heure. Ça, vraiment, le bruit, ça suffit. Donc il faut vraiment que vous soyez très très vigilant et que si quelqu'un doit payer, il paye. Bon, allez, je vous propose maintenant le troisième exemple que nous avons choisi, qui est celui de l'eau. Et là encore, il ne s'agit que d'un des aspects du problème de l'eau. On ne l'envisage pas dans sa globalité. Troisième enquête, Maurice Sardou. L'eau. Jusqu'au début du 19e siècle, les riverains de la Seine buvaient directement l'eau du fleuve. Tout cela est entré dans la légende, c'est déjà une vieille histoire. Autre temps, autres mœurs, le monde bouge, mais à quel prix? Fleuves et rivières, dans les pays fortement industrialisés, sont devenus de véritables cloaques. On y rejette tout, les eaux ménagères avec leurs détergents et les produits toxiques de l'industrie. Toutes ces substances qui appauvrissent les eaux en oxygène et conduisent les cours d'eau à une mort lente. Pourtant, on sait qu'il est possible de freiner cette évolution. On connaît la technique. On sait qu'il faut multiplier les stations d'épuration. Et là encore, on nous dira, c'est une question d'argent. Mais est-ce qu'il n'appartient pas à tous ces industriels pollueurs d'en financer la plus grande partie? Vous avez l'impression qu'ils paient en proportion de la pollution? Le nouveau système qui a été établi fait que tous les rejeteurs qui rejettent dans le milieu naturel de la pollution payent aux agences de bassin des redevances. Ces redevances sont déjà à un niveau important. Je pourrais citer une industrie du bassin qui paye actuellement 4 millions de francs dans le budget de l'agence, ce qui est loin d'être négligeable. Mais qui pollue pour combien? Qui pollue pour combien? Il pollue pour quelque chose qui est l'équivalent de 400 000 habitants. Ainsi, une industrie pollue autant qu'une ville de 400 000 habitants. Le seul complexe de la régie Renault, à Boulogne-Billancourt, rejette chaque jour 7200 kg de matière en suspension non soluble. Rhône-Poulenc, 27 000 kg. Ne faudrait-il pas que chaque industrie ait une station d'épuration efficace à la sortie de l'usine?
Est-ce que vous avez un chiffre global en ce qui concerne la participation financière des industriels pour la pollution? Oui, dans le bassin Seine-Normandie, l'ensemble des industriels apportent environ 200 millions de francs au budget de l'agence pour un montant total de 500 millions de francs. C'est donc un chiffre qui est important. Et d'une année sur l'autre, depuis maintenant 1978, la progression du prix des redevances à payer par l'industrie, comme les collectivités locales, progresse plus rapidement que l'érosion monétaire. Le chiffre vous paraît suffisant pour l'instant? Non, non. Les taux des redevances sont encore trop modestes, mais avec le rattrapage qui est en train de se faire, puisque cette progression de l'augmentation des redevances est plus rapide que l'érosion monétaire, on peut penser que d'ici 5 ou 6 ans, plus personne n'aura intérêt à rejeter dans le milieu naturel. Et à ce moment-là, je crois d'ailleurs que la boucle sera complètement franchie et que la dépollution des rivières sera à ce moment-là définitivement acquise. S'il est vrai que pour certaines rivières, on constate une régression de la pollution, nous sommes encore loin du compte pour rétablir un véritable équilibre écologique. Pour que les rivières soient saines, propres, il faudrait combien, à votre avis? Oui, nous avons chiffré le programme de rattrapage pour l'ensemble du bassin Seine-Normandie qui comprend non seulement la construction des stations d'épuration, mais aussi la construction des réseaux d'égouts, la construction des barrages qui sont nécessaires pour donner suffisamment d'eau dans les rivières. Ce programme est chiffré actuellement à peu près à 20 milliards. Et nous estimons qu'au rythme actuel de participation financière de l'État, des agences et des intéressés, c'est un travail qui devrait prendre une vingtaine d'années pour retrouver des rivières parfaitement propres. Des rivières propres dans 20 ans. Question, faut-il attendre aussi longtemps? Ne serait-il pas plus sage de dégager d'autres crédits et de multiplier les stations d'épuration? Voilà. Dans 20 ans, le petit bain dans la Seine. Nous sommes heureux d'avoir appris, d'ailleurs de la bouche de M. Valiron, que les redevances progressaient à un rythme supérieur à celui de l'érosion monétaire, parce que ça serait fâcheux tout de même. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, et puis nous l'avons entendu le même M. Valiron dire que les industriels payaient, certes, beaucoup. Nous ne sommes pas de parti pris, nous, ce soir, mais et qui ne payaient pas assez. Non, j'ai dit ce soir, non, ce soir, là, maintenant. Pas dit que les autres jours, nous l'étions. Alors, est-ce que vous estimez que les industriels font tout ce qu'ils peuvent? Est-ce que M. Valiron va vous mettre... Ce que M. Valiron n'a pas dit, et ce qu'il sait bien et qu'il pense, c'est que non seulement les industriels paient dans le bassin de la Seine-Normandie environ 200 millions, et un peu plus dans l'ensemble des autres bassins français, ils paient donc à une mutuelle. Et cette mutuelle permet de financer des opérations de dépollution, des industries, de ce que nous appelons les industries non raccordées. Et ces opérations de dépollution permettent de rattraper les pollutions faites par les industries anciennes, car les industries nouvelles, celles qui sont installées maintenant, n'ont pas besoin d'être dépolluées vu qu'elles sont fabriquées, l'investissement est fait avec les installations anti-pollution. Et cette mutuelle ne permet de donner aux industriels qui reçoivent une subvention qu'une part relativement modeste de l'investissement global. Par conséquent, la redevance a de ce fait un effet multiplicateur. Et l'industriel doit trouver des moyens de financement, soit dans ses fonds propres, soit par emprunt, de quoi financer le reste de ses investissements. Et croyez-moi, c'est loin d'être négligeable. Ça multiplie au moins par 2 l'effort de l'industrie pour rattraper la qualité des rivières. Cela dit, oui. je voudrais ajouter... Il nous reste 3 minutes. Hein, juste une précision. Monsieur Valiron a parlé des 20 milliards pour l'ensemble du bassin. Là-dessus, il y a une très grande part, la plus grande part, qui est de la pollution domestique et non pas industrielle.
Bon, mais enfin, on nous a tout de même dit que certaines industries, pas toutes, représentaient la pollution de 400 000 équivalents habitants. Enfin, je veux dire, bon, non, c'est à vous, c'est à vous, maître. Bon, je crois que l'exemple du bassin Seine-Normandie est un excellent exemple où justement les pollueurs ne sont pas, ou très peu les payeurs. Certes, ils payent, mais il faut dire une chose, c'est que la pollution est extrême. Et pas seulement dans les rivières, comme il a été question dans le film, mais surtout dans la mer. Car par exemple, pour prendre un exemple très récent, la marée rouge qui a affecté la côte normande au mois de juin à juillet est au moins en partie causée par des pollutions du bassin de la Seine, de la basse Normandie. Par contre, oui, mais vous répondez à la question dans le cas de l'eau pollueur-payeur. Non, mais je crois que l'eau est quand même un domaine intéressant parce que c'est en France justement la bonne application du principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que toute personne qui rejette de la pollution dans l'eau est taxée sur cette pollution. Donc c'est un très bon exemple et c'est un système qui est efficace puisque nous avons à partir de 73 stoppé la montée de la pollution dans les rivières françaises et depuis 73 nous avons une diminution moyenne, ça dépend évidemment des rivières, qui est de l'ordre de 4 à 5% par an. Et je voudrais également ajouter une chose, c'est qu'on a l'air de dire dans ce film que dans 20 ans, les rivières sont propres. Mais bien avant 20 ans, et même dès maintenant, un certain nombre de rivières sont propres. C'est pas nous qui disons. Mais si. Ah non, c'est M. Valiron. Non, c'est M. Valiron qui a estimé il a voulu dire que l'ensemble de son programme, portant également sur la Seine, serait terminé dans 20 ans. Mais vous avez, les pêcheurs le reconnaissent eux-mêmes, et c'est en fait eux qui connaissent le mieux les fleuves et les rivières, beaucoup de rivières françaises qui sont déjà dans un bon état, et on voit réapparaître des espèces qui avaient disparu dans nombre de rivières françaises. Alors évidemment, ça n'est pas le cas encore de la basse Seine et d'un certain nombre d'affluents qui sont les plus chargés parce qu'il y a la plus grande population et le plus grand nombre d'industries qui sont tout autour. Ça va de soi. Voilà, je suis hélas obligé de vous interrompre. Un mot de conclusion, si nous vous avons fait venir ce soir le représentant du CNPF, nous ne voulons pas dire que les industriels sont les seuls pollueurs. C'est ainsi qu'hier même, une commune a été condamnée à 5 000 francs d'amende pour avoir pollué. On peut se demander d'ailleurs si beaucoup d'industriels ont déjà été condamnés à 5 000 francs de dommages et intérêts pour cause de pollution. Une commune l'a été hier. Oui, bien plus que ça. Bon, merci à vous trois d'être venus. Lundi, vous retrouverez Annick Beauchamp qui vous parlera des œufs. Lundi, les œufs. Bonsoir, merci. Bonsoir. Bye.